Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce spécial de fin d'année du balado L'État du monde. Donc, on a, comme je l'avais dit la semaine dernière, on a un troisième invité cette fois-ci. C'est le même invité qui avait fait le bilan de l'année dernière avec nous, quelqu'un que vous connaissez très bien, Stéphane Bureau. Stéphane, Jocelyn, vous allez bien? Mes Très bien, salutations. Fort bien. très bien. Bon, Merci de l'invitation. C'est un bonheur que d'être avec vous une fois encore. ben, merci de l'avoir accepté parce que l'année dernière, ça avait été très apprécié comme participation. Donc, ben, écoute, on va commencer tout de suite. On a trois sujets sur la table aujourd'hui. Je pense que les sujets qui ont le plus marqué l'actualité internationale. Et ben, le deuxième sujet, c'est parce que Stéphane est à Paris, donc ça lui permet d'être aux premières loges de ce qui se passe au niveau de la politique française. Donc, le premier sujet, Ou ce de ce sera... qui se passe pas, Jean-François. C'est Oui, peut-être une autre manière de voir les c'est choses. peut-être, oui, exactement. Donc, on va commencer. Le premier sujet, ça va être ben, Trump. Hein, c'est sa première année au pouvoir, l'administration Trump 2. Ensuite, on va discuter un petit peu de politique française, mais ça va nous permettre de déborder un petit peu sur le cadre européen et se poser la question, est-ce que l'Europe est toujours un acteur du monde des relations internationales ou est-ce que c'est pas plutôt devenu un observateur? Puis ici, c'est la deuxième thèse qui l'emporte, on peut se poser la question, est-ce que c'est un phénomène récent de l'année 2025 ou est-ce que c'est pas un processus qui s'est enclenché il y a très, très, très longtemps déjà? Donc, ben, allons-y. Les États-Unis, Donald Trump, probablement le personnage des personnages les plus polarisants du monde de la politique en 2025. Écoute, Stéphane, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de sa première année au pouvoir? Il y a beaucoup de gens qui ont dit que sa première année avait un petit peu déçu ses partisans. Est-ce qu'il a été en mesure d'accomplir tout ce qu'il voulait accomplir ou est-ce que tu juges qu'il a peut-être bien enclenché le processus qui va peut-être lui permettre de réaliser la plupart de ses objectifs d'ici la fin de son mandat qui, est-il utile de rappeler, n'est pas renouvelable? Oui, et ça fait pas encore un an qu'il est au pouvoir au moment où on enregistre Mhm. l'émission. En fait, on est à 10 mois et un peu plus, mais ça donne l'impression parfois que ça fait une éternité qu'il est là. C'est une manière peut-être déjà de répondre à la question. Euh, il a densifié le temps politique comme personne probablement avant lui. Quand on demande à n'importe qui d'essayer de revenir sur un événement qui est pourtant dans le passé récent, on a l'impression que c'est arrivé il y a tellement longtemps parce qu'il a, je le répète, densifié l'espace politique. Donc, ce qui se passait il y a un mois nous donne non seulement l'impression, mais c'est comme si ça avait été inscrit il y a très longtemps, parce que depuis, il s'est passé beaucoup de choses. En soi, c'est pas banal. Quant au bilan, je pense qu'il est difficile de le faire, compte tenu de ce que son ambition était grande, qu'il est en train de la définir et de la redéfinir, parce que ça évolue, qu'il y a de la résistance, évidemment. Et c'est peut-être là que je commencerai sur la résistance. Je pense que la première chose qui est notable, par-delà ce qui est mesurable en termes de promesses électorales, c'est la manière et la volonté de ne jamais se laisser enfermer dans une boîte. C'est un esprit de défiance, je pense. Il n'y a pas d'impuissance publique et politique pour Donald Trump. L'idée que le pouvoir soit contraint, que les élus ne puissent pas livrer la marchandise parce qu'ils n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre. Moi, je pense que c'est le premier espace où la présidence Trump est en rupture avec le passé. C'est probablement le fait de son expérience dans Trump 1.0. Mhm. Je crois qu'il est revenu plus fort, mieux organisé et plus déconcertant pour ses adversaires et aussi peut-être ses alliés parce qu'il y a eu cette jachère de 4 ans qui n'a pas été une jachère pour Donald Trump puisqu'il a eu à faire face à toutes sortes d'affaires. Je crois que la présidence 2.0 est beaucoup conditionnée parce qu'il a entre autres vécu devant les tribunaux ou dans les tribunaux américains. Donc, cette défiance, c'est d'abord et avant tout, je pense, la première marche sur laquelle il faut monter pour regarder ce qui se passe avec Trump, parce que c'est vraiment sans précédent. C'est un président qui assume parfaitement ce qu'on appelait et qu'on appelle encore peut-être la doctrine unitaire. J'ai été élu, j'ai un mandat, je peux donc passer à l'action, quoi qu'en pensent les commères. Je suis ici ironique, et quoi qu'en pense, et là je ne dis pas qu'il s'agisse des commères, le pouvoir judiciaire entre autres. En fait, quoi qu'en pense, on verra ce que la Cour Mhm. suprême lui dira sur un certain nombre d'enjeux.
et ce qu'il acceptera de faire avec ses décisions, qui pourrait le contraindre aussi. Mais c'est évident qu'avec le déploiement de la garde nationale, époque à Washington, où on le sait, il y a une marge de manœuvre un peu différente des autres villes américaines, avec la manière de faire à la frontière, où on se demandait s'il n'était pas en train de marcher sur certains précédents, avec la guerre qu'il livre à une entité non gouvernementale, un cartel ou des cartels, parce que en ce moment, on ne sait plus si c'est un seul ou plusieurs qui sont visés, sans avoir véritablement d'autorité connue pour le faire. Cette idée qu'on puisse impunément bombarder des bateaux sans qu'ils soient raisonnés, sans qu'ils soient mis en demeure d'arrêter, sans qu'on sache véritablement si effectivement il y a à bord les cargaisons soupçonnées. Donc, tout ça, c'est une manière pour le président, très, très, très tôt dans sa présidence, de rappeler qu'il ne se laisserait pas enfermer. Et je pense que c'est le premier bilan. Il a fait la preuve qu'un pouvoir politique sans complexe, débridé, pouvait repousser très, très loin les frontières de ce qu'on pensait qu'était, j'allais dire, son autorité, mais d'abord et avant tout, son pouvoir. C'est une leçon de choses qui interpelle, évidemment, qui pose de très sérieuses questions, mais qui, ici en Europe, on y reviendra, je dirais, méduse, parce que la réponse des pouvoirs publics depuis très longtemps, c'est que oui, on voudrait pouvoir agir, mais on est contraint, et en particulier par l'État de droit, si on était en France, on pourrait dire que même les législateurs, quand ils adoptent certaines lois, sont retoqués par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une autorité qui est au-dessus ou en dessous de l'autorité souveraine du peuple. C'est difficile à dire. Eux diraient au-dessus. Et là, Donald Trump, lui, se moque de tout ça et choisit d'agir. Et pendant un certain temps, même si en ce moment les sondages semblent lui donner tort, parce que sur à peu près tous les enjeux clés, il y a une majorité d'opinions négatives, y compris l'immigration, qui est le dernier élément qui a décroché. Jusqu'à juin, juillet, il y avait plus d'opinions positives sur la manière Trump en matière d'immigration qu'il y avait d'opinions négatives. Aujourd'hui, sur tous les gros indices, donc la lutte à l'inflation, la politique commerciale sur les frontières et l'immigration, il est en territoire négatif. Pour autant, il y a encore 36, 37, 38, 39 d'Américains qui sont avec lui. Mais malgré ça, la méthode, c'est-à-dire je ne me laisserai pas arrêter. Et j'ai envie de stopper ici, je ne veux pas être trop bavard, parce qu'on pourrait aller dans le détail, mais je pense que ça, c'est, en tout cas, de mémoire récente, dans nos démocraties occidentales, il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est ce qui a fait écrire probablement à Mathieu Bock-Côté cette idée des deux Occidents, d'une contre-révolution sur le territoire américain, alors que l'Europe continue d'incarner une vieille tradition, peut-être plus riche, peut-être pour certains meilleure parce que d'une certaine manière conservatrice, pas prête à acheter le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a un décrochage absolu, radical, qui fait très peur ici entre ce que les États-Unis font et la manière, les précédents qui sont créés et ce que ça pourrait inspirer ici en Europe. Je pense qu'il y a plusieurs leaders politiques qui, pour l'instant, ne sont pas au pouvoir, mais se demandent si, je pense que ça rejoint certaines des thèses qui sont les tiennes, Jean-François, ou que tu étudies sur la tentation autoritaire. En tout cas, il y a quelque chose. Alors, on pourra décider plus tard, quand on aura fait le bilan de Trump, si c'était un président autoritaire, mais c'est clair qu'il donne l'impression d'être, avant toute chose, un président plénipotentiaire. Est-ce que les contraintes envers le pouvoir de Trump sont pas en train de se construire petit à petit? Je Mhm. regarde le résultat des élections partielles ou des élections au poste de gouverneur ou de maire, même à Miami. On a l'impression que les démocrates sont de retour. Très peu de républicains sont réélus ou élus à chaque fois qu'il y a des élections partielles. Est-ce qu'elle est en train de s'organiser cette résistance au pouvoir de Trump et on va s'en aller vers des élections à mi-mandat qui risquent d'être très difficiles pour le Parti républicain?
Je vais essayer de faire plus rapide que ma première réponse, Jocelyn et Jean-François. Euh, je suis pas certain, parce que je pense que le temps dans cet univers politique américain est long. 10 mois, c'est une éternité. 11 Ouais. mois avant qu'on arrive aux élections de mi-mandat, plusieurs choses peuvent arriver. Je crois qu'il n'y a pas de leadership national chez les démocrates qui Mhm. soit C'est encore vrai. organisé. Il y a une résistance, et c'est vrai, qui se manifeste un peu partout, mais qui est le fait d'électeurs qui ont envie de dire non, merde à Trump. Puis je fais très attention parce qu'on a un peu monté en épingle, pardon, le New Jersey et la Virginie, où il y a eu des élections qui n'étaient pas de mi-mandat, mais un an après l'élection, le 4 novembre dernier. Le New Jersey, c'est démocrate, c'est archi-démocrate, mais ça Oui, évoluait en c'est direction sûr. des républicains. Mais ça évoluait. Et aux dernières Oui. élections, Donald Trump a fait des gains considérables sur tous les fronts et particulièrement auprès de l'électorat latino. Donc, on se disait, est-ce que ça va devenir un État mauve, un swing state? Potentiellement une cible pour les républicains. On a compris à la dernière élection, en tout cas, quand l'État, ça restera démocrate. La Virginie, pas de surprise non plus. Mhm. Miami, c'était la semaine dernière par rapport au jour où on enregistre. Cette semaine même, c'était Oui, cette mardi. semaine. Euh, je sais pas ce que ça dit, parce que d'abord, c'est une élection archi-locale, il y avait des enjeux de Ouais. corruption. C'est une mairie traditionnellement républicaine, mais c'est une ville dans un comté démocrate où Mhm. les républicains, au niveau national, Miami votait démocrate au niveau national, mais républicain pour les maires depuis une trentaine d'années. Ça évoluait, même chose. Euh, Joe Biden l'avait emporté avec, je pense, 19 points d'avance sur Trump en Oui, 2020. oui. Kamala Harris, 1 point d'avance à Miami sur Donald Trump. Donc, il y avait eu un vrai grignotage. Et là, on voit que les électeurs choisissent une maire démocrate. Je fais attention à toutes ces projections à C'est partir sûr. de l'anecdote Mhm. parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'au niveau national, ça s'organisera de la même Mhm. manière. Le leadership des démocrates est pathétique au niveau national. En fait, là où il y a une véritable menace, c'est chez les républicains et pas les républicains traditionnels, c'est la base MAGA Mhm. de Donald Trump qui est lézardée. Puis moi, je dirais, excusez-le moi, je dirais que l'indice qui est le plus déterminant, c'est ce qui s'est passé avec Marjorie Taylor Greene, Ouais. qui est en soi une planète à part, qui est dans un univers En effet. parallèle, euh, et qui a probablement, même si elle dit le contraire, des ambitions probablement lointaines, mais plus grandes que d'être la seule représentante d'un district en Géorgie. Euh, ce désamour le courage politique qu'elle a eu, parce que ça en prenait, pour se mettre en travers du chemin de Donald Trump, et pas que sur l'affaire Epstein, parce qu'on a réduit ça à l'affaire Epstein, et est-ce que oui ou non on Oui, allait c'est plus publier les large. documents. C'est beaucoup plus large Ouais. et je dirais, jusqu'au point d'appuyer les démocrates sur certains enjeux, l'assurance santé, Mhm. et la possibilité qu'une partie de ce qui avait été mis en place en Obamacare dans certains États puisse être détricoté par le budget, le Big Beautiful qui a été adopté. Ça se jouera l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pas encore parfaitement opérant, mais c'est après les élections de mi-mandat, comme par hasard, que les électeurs vont y goûter et les électeurs les plus vulnérables. Puis elle parlait encore, elle aussi, du panier d'épicerie. Puis elle n'a Mhm. pas tort. Je pense qu'elle a des instincts politiques puissants. Et là-dessus, Trump n'a pas livré. Et c'est aussi, je termine là-dessus, la base MAGA sur la question d'Israël. On n'aurait jamais, jamais Ouais. imaginé qu'Israël puisse être un point contentieux dans le paysage politique américain. S'il y avait un consensus, c'était celui-là. La majorité, je dirais, molle des électeurs était favorable à Israël, historiquement. Euh, tous les présidents n'ont pas toujours eu de bons rapports avec Israël. Obama et Netanyahou, c'était pas l'amour fou, ni Biden, mais la politique américaine et l'électorat, l'opinion. On ne perdait pas une élection sur Israël ou la Palestine. Ouais. Or, ce qu'on constate, c'est que les courbes se Ouais. sont inversées, qu'il y a un appui grand, on verra après ça dans les mois qui suivent, pour la Palestine. Aujourd'hui, il y a plus d'appui à la cause palestinienne. Je ne dis pas le Hamas, je ne dis pas les autorités Non, politiques, bien la sûr. cause palestinienne. Ouais. C'est plus accentué chez les démocrates, mais ça a changé aussi chez les C'est républicains. les- Et c'est unanime chez les moins de 30 ans. Ouais. C'est fou. Ouais. Et la base MAGA, dans l'affaire, dans la foulée de l'assassinat de Charlie Kirk, qui était un des premiers à dire est-ce qu'un mouvement MAGA cohérent peut être pieds et poings liés, associés, livrés aux intérêts politiques d'Israël, parce que c'est un peu ce qu'il disait, Ouais. même si historiquement il a été favorable à Israël. Et là, c'est très embêtant. C'est très, très, très embêtant
J'aurais jamais imaginé que ça se joue là. Mais Euh, moi, Taylor Greene, là-dessus aussi, a dit on peut pas. j'élargirais l'opposition de Taylor Greene à tout ce qui est intervention militaire, parce Tout à fait. elle n'est Venezuela. pas d'accord avec le Venezuela. Elle dit qu'il Mhm, faut cesser d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. Donc, elle a une position en opposition évidemment aux démocrates, mais maintenant, comme tu le mhm. dis, aux républicains. Alors, ça me semble être un mouvement de fond, ça, les guerres qui n'en finissent plus, et puis les Américains qui sont excédés. Ça se reflète sans doute dans la National Security oui, Policy qui a strategy. été Mhm, publiée, stratégie, pardon, qui a été publiée cette semaine, mais on en reparlera, Jean-François, mhm. peut-être. Ouais, ouais, ben écoute, Je suis d'accord avec toi. mais ça serait quoi sa capacité? Ben, j'ai deux questions. Ça serait quoi sa capacité réelle à pouvoir fédérer une forme d'opposition au sein du Parti républicain? Puis si on parle de dissension à l'intérieur des partis, on peut parler aussi des démocrates. Moi, j'ai l'impression que les démocrates, leur incapacité à pouvoir se trouver un chef ou une chef qui ferait l'unanimité, c'est qu'ils sont eux aussi victimes de dissensions internes. Moi, j'ai l'impression que les deux franges à l'intérieur du Mhm, Parti démocrate, c'est d'abord la tendance plus progressiste sur des questions sociales. Peut-être si on voulait faire un parallèle avec le Québec, une frange qui serait peut-être à la sauce Québec solidaire, d'une certaine façon, dont Tim à Walz New York. à New York, oui. Donc peut-être Tim Walz et Kamala Harris étaient peut-être les figures de proue de ce mouvement-là, mais j'ai l'impression que dans l'intérieur du Parti démocrate, vous avez aussi l'ancienne frange plus proche des travailleurs que Trump a été en mesure d'attirer vers lui Hmm. depuis les 10 dernières années. Donc, les États, le Wisconsin, le Michigan, qui votaient traditionnellement pour les démocrates, qui maintenant Mhm. votent pour les républicains. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là aussi au sein des démocrates donc, il y a de la dissension au sein des deux grands partis politiques, puis ce qui peut, qui empêche, à mon avis, les démocrates d'être en mesure de s'organiser autour d'un ou d'une chef. Mais pour les républicains, ben, il y a peut-être la possibilité, si Taylor Greene est en mesure de fédérer un groupe assez important au sein du Parti républicain qui pourrait peut-être éventuellement amener à une scission du parti. Ben, en fait, le Parti républicain d'aujourd'hui n'est pas le Parti républicain d'avant-hier, c'est Ouais. le Parti MAGA, donc il y a probablement encore un Parti républicain réfractaire à Trump qu'on n'entend pas parce qu'ils sont tous tétanisés et Oui. qui pourrait revenir. Mais c'est un parti il n'y a pas de scission, mais sur lequel il y a eu une OPA, une offre Ouais. Ouais. publique d'achat hostile, et Trump a parfaitement réussi à le transformer. Je dis toujours la même chose. Trump, il s'est infiltré dans le coquillage vide du Parti Oui. républicain et le squat. C'est un Bernard Lhermitte, comme avait vocation à le faire Bernie Sanders avec les démocrates, parce que c'est pas tout Mhm. à fait un démocrate. Et sur ce que tu dis, Jean-François, il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire que pas d'opposition entre le fait que les démocrates au niveau national soient mal organisés, n'aient pas trouvé le leader capable de canaliser ce que sera leur voix. Puis je pense que ça risque d'être pluriel parce qu'il n'y aura pas une dynamique idéologique forte. Je pense qu'ils vont essayer de fédérer toutes sortes de choses, y compris en opposition les unes avec les autres, comme souvent des grands partis ont à le faire, entre le progressisme et des tendances plus, je ne dirais pas conservatrices, mais oui, Mhm. particulièrement en politique étrangère pour les démocrates. Si j'ai montré Marjorie Taylor Greene, ou parlé d'elle, c'est symboliquement. Puis je pense que c'est là où, pour l'instant, il est le plus fragilisé. Parce que d'abord, il y a un rendez-vous électoral aux midterms, les mi-mandats. Mais à court terme, c'est ça. Puis c'est pas qu'une élue ou quelques élus. Puis on voit, il y a une défiance des républicains qui de plus en plus prennent la mesure que Trump n'est pas aussi puissant qu'il l'a déjà été. Moi, j'ai toujours pensé que l'apex de la forme politique, la force politique de Trump, c'était avant qu'il prenne le pouvoir, quand il a été élu, et qu'il Mhm. était capable, en coulisses, d'imposer des règlements, y compris pour la libération d'otages en Israël. De fait, je me suis trompé parce que le sommet je pense que ça sera le sommet, c'est son passage du Big Beautiful Bill au début du mois de juillet. Je pense que c'est le Mhm. sommet de la puissance Trump. Jamais plus il ne sera plus puissant et jamais il ne l'avait été autant. Je pense que c'est là OK. que ça s'est joué. Et depuis, certains déchantent, certains se trouvent le courage de le dire, mais plus encore, c'est pas que le politique. Il y a des acteurs fondamentaux, je reviens souvent à lui, mais Tucker Carlson, dans la magasphère, c'est Ouais. un acteur important. C'est un communicant, il est écouté, Des dizaines de il, millions d'auditeurs. Oui.
exactement. Megyn Kelly, aussi Ouais, influenceuse, ex de Fox. Et ce sont des gens qui ont fait des 180 degrés sur la question d'Israël. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, ouais, qui aujourd'hui sont bruyamment contre l'idée que la politique étrangère américaine puisse être, je dirais, enchâssée dans la logique des intérêts toujours d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça converge. Évidemment, Israël, sur un horizon long, va rester un partenaire stratégique important des États-Unis. Mais il y a une limite. Et là aussi, je me répète pour ceux qui m'ont déjà entendu sur cet enjeu-là, mais je crois que ça compte. Quand tu entends, et ça percole partout, dans le discours public, que ce soit des influenceurs ou des politiques, comment peut-on continuer à financer un pays qui est notre allié, mais qui offre à ses citoyens des avantages que nous n'avons pas, nous, Américains, comme une assurance santé universelle? Comment ouais. peut-on, au-delà de Mhm. l'aide militaire, donner de l'argent à un pays qui, objectivement, semble plus riche que nous? Ouais. Et ce discours-là, je ne l'ai jamais entendu avant. Non. Et compte tenu de l'alignement politique de Trump, compte tenu de ce qu'il est depuis toujours, un allié fidèle, c'est une des manifestations. On dira, mais on gagne pas et on perd pas une campagne sur un partenaire étranger, sur la politique étrangère. Oui et non. Je pense Ouais. que c'est devenu le cas. Et c'est pour ça que je crois qu'à court terme, avant les démocrates organisés ou désorganisés, ça se passe dans sa cour arrière et Ouais. que l'affaire Charlie Kirk, toute traumatique qu'elle soit, est aussi d'un certain point de vue, et ça n'appelle pas du tout dans ce que je dis une théorie du complot, mais je pense que son absence, une fois qu'ils l'ont pleuré, est une bonne nouvelle pour Donald Trump parce qu'il devenait très embêtant d'avoir quelqu'un d'aussi organisé, d'aussi influent. Alors là, on est Tucker Carlson, Megyn, exposant en 10. Mhm. C'était une voix, on Mhm. le mesure mal chez nous, et surtout parce qu'on pense qu'il disait des hérésies, euh, qu'il était hérétique. Mais au-delà de ça, il était très, très, très influent. Et sur cette question-là, il était en opposition frontale avec le président Trump. Mhm. Mhm. Moi, Euh, je, alors, moi, je veux pas en faire trop de cas. non, mais je dirais que pas la rupture, mais le détachement, le lent détachement des États-Unis envers Israël commence peut-être avec le livre de John Mearsheimer et Stephen Walt sur le lobby israélien à Impact. Washington. Et c'est vrai qu'il a été mal reçu au début, mais finalement, je crois qu'il a laissé des traces dans les esprits, des traces intellectuelles profondes dans les Tout à esprits. fait. Et là, vous avez de plus en plus, quand le tiers des sénateurs démocrates votent contre Israël, quand plusieurs sénateurs républicains rouspètent contre Israël, ça commence à être une rupture du consensus sur Israël. Alors, on passera pas trop de temps Mhm. là-dessus. Non, non. Pour moi, c'est d'ailleurs, Jocelyn, c'est au-delà de l'enjeu israélien, c'est ce que ça signifie politiquement pour Ouais, Donald Trump, de défiance. Et tu avais raison quand tu disais c'est toutes les guerres, le Venezuela, évidemment, ouais, l'Ukraine, on n'en a pas parlé, et il y a une impatience, pas juste du président sur la question ukrainienne. Ce ouais, n'est pas une guerre populaire, mais c'est évident que compte tenu de ce qu'a joué comme rôle et du rôle politique actif, des Israéliens aux États-Unis, c'est une brèche, une lézarde qui me ah ouais, semble dépasser l'anecdote, c'est tout. ouais, ouais, Puis, bon, on fait un peu le bilan 2025, mais on peut se projeter un peu sur 2026. Donc, tu nous parles de toutes ces dissensions au sein du Parti républicain, euh, une frange importante là, du mouvement MAGA. Comme Trump, c'est déjà un lame duck, il ne pourra pas se représenter dans 3 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre peut-être en 2026, commencer à avoir des, pardonnez-moi l'expression en anglais, des wannabe contenders pour la prochaine élection présidentielle, commencer à essayer de se situer, de placer leurs pions, puis est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à avoir des dissensions à l'intérieur de l'administration Trump même? Donc, J.D. Vance, moi, je pense que clairement a des prétentions présidentielles dans 3 ans. Robert Kennedy aussi, même s'il ne rajeunit pas. Peut-être Marco Rubio également. Donc, ça fait du monde avec beaucoup d'ambition. Puis ouais. si ça commence à se fragiliser à l'intérieur du mouvement républicain, peut-être que ces gens-là, en voyant venir le coup dans 3 ans, est-ce que 2026 pourrait être une année pas d'implosion de l'administration Trump, mais commencer à voir ces gens-là s'opposer les uns aux autres pour mieux placer leurs pions? Pour l'instant, c'est assez cohérent.
C'est pas Mhm. une administration où on sent souvent qu'il y a des guerres intestines qui les déchirent. Il y en a eu peut-être, mais par rapport à beaucoup d'autres administrations, il y a une réelle cohérence. Je pense que c'est une des qualités de J.D. Vance aux yeux de Donald Trump. Il a ses ambitions, mais il est assez intelligent pour avoir compris que la loyauté et la Voilà. carte Mhm. cardinale, c'est Ouais. ce qui a été présenté au président par son fils, par Carlson, quand on a pitché la candidature de J.D. Vance. Il est brillant, il n'y a pas l'ombre d'un doute, politiquement habile, mais assez aussi pour savoir que de sortir les dents trop tôt, c'est pas une bonne idée. Hum. Et tout lame duck qu'il soit, Donald Trump est un gorille de 800 livres très intimidant. Ne serait-ce que parce qu'il y a ses réseaux. Ouais. On l'a vu quand il est déchaîne, et c'est vraiment l'expression, quand il envoie quand la vindicte populaire s'exprime à l'endroit de quelqu'un, y compris Taylor Greene, qui était Ouais. la passionnariat, l'amie, la déesse du mouvement. C'était la Marianne des Républicains. Ouais. Bientôt, on verrait les bustes de Taylor Greene dans les comtés républicains. Et puis, ça peut tourner du jour au lendemain. Et je pense que ça va durer jusqu'aux dernières minutes de Ouais. l'administration Trump. Mhm. Là-dessus, je crois qu'ils sont tous très au fait. Marco Rubio, probablement, à ce jour, il dit que c'est pas son ambition. C'est comme si j'avais envie de croire. Kennedy, j'en sais strictement rien. Moi, je pense que Ouais. il n'a pas de traction nationale Non. réelle. Il y a un vrai fan club, mais je pense pas qu'il y ait de traction. Mhm. Il y aura, évidemment, après 2026, les élections de mi-mandat, il y a On verra. un C'est ça. Rubicon, exact. Un Rubicon C'est, aura été franchi. c'est là que ça va se placer finalement. Mhm. Ouais. Là, Tout à fait d'accord. les chevaux vont partir, là. J'allais te demander, peut-être pour clore sur les États-Unis, puis enclencher sur la France, à partir de la politique de sécurité nationale, est-ce que Trump est en train de redessiner le monde? Ou bien on va aller encore à U et à IA, n'importe comment, sans trop Donc, savoir. moi, je crois vraiment à la doctrine Monroe ou Trump-Roe. C'est la version 3.0 de la doctrine Monroe. Teddy Roosevelt avait fait la version 2.0, puis là, on a la Ouais, version 3.0 aboutie. Ça cristallise le discours de Donald Trump parfaitement. D'abord, on a vu la sécurité nationale pour ce que ça signifiait hors du territoire, puis je reviendrai à ta question. Mais quand on lit le document, j'ai lu les 33 pages, on est ouais. intéressé par la souveraineté énergétique, la souveraineté industrielle, la cohérence aux frontières et donc ceux qui sont aux États-Unis et qui partagent le gâteau américain. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ce qu'on veut qui advienne aux États-Unis soit appuyé par la présence ou non des Américains partout dans le monde, à eux et à dire, comme tu le disais, et je pense que c'est terminé. Euh, ce Hmm. qui, vous le savez, évidemment, c'est Elbridge Colby qui a écrit ce document, le petit-fils de William Colby, ancien Colby. directeur de la CIA, aussi agent en son temps. Donc, parce qu'on reproche à ce document d'être un document d'ingérence dans les affaires européennes, parce qu'on prend en fait et cause pour les partis patriotes. Et je dis, écoutez, d'abord, le grand-père, lui, était résolument atlantiste, a pris fait et cause pour l'Europe telle qu'elle voulait se voir et s'entendre, en finançant tous Ouais. les partis italiens dans les années 50 qui n'étaient pas communistes. On a créé en Europe le syndicat Force ouvrière en Europe, en France avec l'argent de la CIA, donc de l'interventionnisme américain. Il y en a depuis toujours. Mais si je vous dis que c'est intéressant, c'est deux visions radicalement opposées du grand-père au petit-fils, parce que le Mhm. petit-fils, lui, n'est pas atlantiste, il est résolument monroïste, Nationaliste, ouais, nationaliste, souverainiste. Et c'est un souverainiste. document qui met ça en place. Les États-Unis ont renoncé à être les gendarmes du monde. Et je pense que Donald Trump sait qu'il n'a pas la puissance pour exercer l'impérium américain, que c'est un Ouais. roi qui est nu et que personne n'a encore calé la chatte, pardonnez-moi l'expression. Les Chinois en ont les moyens. Et je suis certain qu'il le sait. De toute façon, dans la partie de poker menteur entre Xi Jinping et Donald Trump, c'est Xi Jinping qui a gagné. Ils ont eu l'intelligence de laisser la communication et le bavardage à Donald Trump, qui s'est drapé de ses succès, et les Ouais. Chinois ne font que ramasser les bénéfices. Alors, si je pense qu'ils n'ont aucun souci à ce que Donald Trump, pour les besoins de politique interne, revienne de son sommet en Corée en disant on a tout gagné, tout va très bien. Ouais. Or,
n'importe quel observateur avisé sait que c'est pas tout à fait le cas. Les deux ont besoin de l'autre encore. On se tient par la barbichette, mais il se trouve que la barbichette de M. Trump donne plus de pogne aux Chinois que celle de Xi Jinping en donne à Donald Trump. Donc, c'est, pour moi, c'est clair. Il n'y a aucun doute. On est dans un monde transparent et je dirais quasi mature du point de vue des politiques américains qui ont compris qu'on était dans un univers multipolaire, que les États-Unis n'avaient pas les moyens de faire la loi, de dicter la loi, moyens financiers, moyens militaires, et on comprend avec ce qui se passe en Ukraine que la prochaine guerre va se livrer sur comment dirais-je, à partir d'une conception de l'art martial radicalement différente de ce qui avait été imaginé. Je pense que les Américains sont en train de prendre la mesure de ce qu'il y a des pans entiers de leur armée qui est finalement intéressante pour rouler les mécaniques, mais dans un cas de guerre réelle assez inopérant. Parce qu'on imagine que 3 porte-avions américains autour de Taïwan feraient une différence. Il n'y a plus personne qui croit à ça. On ne le pensait plus déjà dans les années 80, mais là, la preuve est faite. Ça va durer 10 minutes. Il suffit qu'ils soient à portée de missile, les Chinois vont en faire une bouchée. Donc, le monde est différent et l'enjeu, c'est le continent. C'est la cour arrière. Le Venezuela est peut-être un exemple. Là, il y a un exemple clairement de changement de régime avec Mme Machado qui clairement se destine au pouvoir. On verra jusqu'à quel point ils sont prêts d'aller au bout de cette logique-là, parce que la lutte aux narcos, je pense que c'est un peu le cache-sexe de Le quelque chose prétexte, qui. ouais. Ouais, ouais, exact, exact, Ouais. exact. Bon, Alors, la France. parlons de la France, oui. Ben écoute, l'année 2025, je vais en faire un petit résumé très, très, très rapide, puis je vais te lancer quelques questions, puis tu pourras nous dire ce que tu en penses. Bon, l'année 2025, ce qu'on a vu, moi j'ai l'impression, avec les procès Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, beaucoup de personnes ont évoqué la notion de judiciarisation de la politique. Donc, il semblerait, en tout cas, c'est l'impression que beaucoup de personnes ont, que les tribunaux sont en train de faire la job que les électeurs ne sont pas capables de faire, donc essayer de disqualifier des opposants politiques. Donc, c'est le cas de Marine Le Pen, dans une certaine mesure, même si je pense que ses ambitions politiques étaient terminées, de Nicolas Sarkozy. On a vu au cours, je pense, des 2 ou 3 dernières semaines, un sondage, je pense que c'est pour la première fois, c'est le premier sondage de l'histoire qui montre que en cas de deuxième tour, dans tous les cas de figure, peu importe qui serait l'opposant au candidat du Rassemblement Mhm. national, donc dans ce Mhm. cas-ci, Jordan Bardella, peu importe qui ce serait, Bardella remporterait l'élection présidentielle au deuxième tour, quand même de façon assez relativement facile. Donc, je pense qu'on parle de, Selon les adversaires dans les sondages, là. c'est ça, je pense que l'adversaire le plus corsé, ce serait un adversaire centriste, peut-être l'ancien premier ministre Édouard Philippe, mais je pense de Oui, mémoire, exact, à 56-57%. c'est ça, donc 45-55. Et puis, donc, pour la première fois, c'est comme si, pour le Rassemblement national, c'est l'impression que ça donne pour 2027, le boulevard est ouvert devant eux, parce que le fameux plafond de verre, cette incapacité de pouvoir penser qu'ils pourraient l'emporter au deuxième tour, maintenant, ça vient de disparaître. Les sondages le montrent très bien. Puis en ce moment, on voit aussi que peut-être Nicolas Sarkozy, qui a eu un coup de fil assez sympathique, paraît-il, de Marine Le Pen après sa condamnation, semble vouloir montrer qu'il pourrait y avoir en 2026 finalement un rassemblement des droites. C'est peut-être ambitieux à l'heure actuelle, mais en tout cas, je pense que ça n'a jamais été aussi sérieux que maintenant. Donc, j'aimerais ça t'entendre sur ton bilan de 2025, puis peut-être Beaucoup de choses. ce à quoi on peut s'attendre en Mhm. 2026. Euh, alors, beaucoup de choses dans tout ça. J'aurais été tenté au départ, quand on a commencé la conversation, de vous dire on fera vite. Il ne se passe rien en France, ils sont immobilisés. Et c'est vrai que ça donne l'impression. On a passé les 4 derniers mois à s'échiner sur le budget. On a Ah passé oui, ah celui oui. de la sécurité sociale la semaine dernière, mais le budget de l'État, lui, c'est pas réglé. Ça pourrait se faire la semaine prochaine. Puis de fortes chances que ça ne soit pas adopté avant Noël. Ça devrait être fait avant le 31. Si c'est pas fait le 31, théoriquement, la France n'a pas de budget et là, on vote une loi spéciale qui est la reconduction du budget de l'année précédente avec tout ce Voilà. que ça signifie. Tu viens avec les anciennes enveloppes. Enfin bon, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs l'an dernier parce qu'ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Mais honnête, donc, presque la moitié du temps utile des politiciens est consacré à débattre d'un budget. C'est fondamental. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de sujets qui ne sont pas traités.
sur la compétitivité de la France, sur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à l'intelligence artificielle. Vous m'excuserez si c'est une ancienne qu'on entend beaucoup, intelligence artificielle à toutes les sauces, mais l'Europe est la championne du monde, et pas que la France, a réglementé toutes sortes de choses, les réseaux, peut-être un jour l'intelligence artificielle, mais ne disposent d'aucun outil technologique. Donc, ils sont aujourd'hui à réglementer des réseaux sociaux puissants qui sont pour l'essentiel américains et pour TikTok chinois. L'intelligence artificielle, ça sera probablement le même enjeu, avec des points de bascule où ils deviendront, à défaut d'être dans un cas d'effacement civilisationnel, pour revenir au NSS des Américains. Ça a beaucoup choqué les Européens, cette idée qu'ils Oui. sont en train de s'effacer. Mais ça sera un effacement économique. Il y a un risque réel, et les entreprises et les entrepreneurs en France, tous les jours, je fais des plateaux de télévision, je suis tous les matins sur la matinale à BFM. On parle de quoi? On parle, alors évidemment, le discours est beaucoup orienté, disons-le quand même, ou favorable au patronat, qui est effectivement un peu pris à la gorge en ce moment, c'est-à-dire que dans toutes les tentations pour ne pas faire de choix, c'est comment on peut mieux taxer. Et de Zuckman à tous les autres scénarios, c'était le travail et puis surtout les entreprises qui étaient visées. On verra au final comment ça va se régler, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Tu disais tout à l'heure, le Rassemblement national avait un problème de plafond de verre. Ils avaient surtout un problème de cordon sanitaire, l'arc républicain, Ouais. c'est-à-dire que tout le monde s'entendait pour dire qu'ils étaient infréquentables à un tel point que personne ne pouvait jamais les appuyer, quelles que soient les circonstances. Ils D'ailleurs, sont ça s'est vu aux législatives de De 2024. 2024. absolument, Ils ont pas eu le nombre de députés qu'ils auraient dû avoir. Puis vous avez les on est gens tout à fait de d'accord. la France insoumise qui ont fait ben, pas des coalitions, mais qui se sont retirés pour favoriser Oui, l'élection de oui. candidats de la droite Exact. républicaine et vice-versa. Donc, des trucs contre nature. Alors, aujourd'hui, oui, sinon que dans une logique où la nature unit tout le monde qui est opposé au Rassemblement national, c'est de moins en moins vrai. Je me suis, moi, beaucoup échiné, excusez le côté, parce que je suis l'étranger avec un regard neuf, peut-être, avec mes camarades, parce que quand on parle de l'union de la droite, il faut faire très attention, on parle de l'union des droites, Des droites. et Oui, Oui. c'est, dans oui. le fond, les partis du centre, jusqu'à peut-être Sarah Knafo et Zemmour, peut-être, on n'est pas sûr si Reconquête fait partie, mais on est tenté de les mettre, sachant qu'ils sont marginaux, mais c'est LR, c'est Horizon, c'est Renaissance, c'est donc des forces qui, pour l'instant, constituent le bloc de gouvernement minoritaire, mais qui pour Mhm. autant gouvernent, et qui sont, pour certains, les anciens vestiges du RPR, du parti de Nicolas Sarkozy, mais de Gaulle, si on retourne très loin en arrière. Ces droites, on se disait, si on arrivait à les unir, c'est un vieux rêve, Fillon espérait le faire, avant qu'il ait quelques autres problèmes qui l'ont empêché d'être le candidat qu'on espérait. Mais c'est-à-dire, unis, on pourra s'imposer et déclasser le Rassemblement national et les forces de gauche. Or, unis, ils pèsent pas lourd. Et Mhm. je crois Ouais. qu'aujourd'hui, l'union, c'est pas des droites, c'est l'union de la droite, parce qu'il se trouve que le centre de gravité de la droite, c'est le Rassemblement Ben oui. national. Alors, on dira c'est l'extrême droite. Je dirais oui, mais vous êtes obligé de dire que c'est la droite parce que c'est 35, 36, 37 dans une définition pure, c'est-à-dire premier tour, avant que les gens fassent des choix. Dans un univers où il y a 10 ou 12 partis, quand tu as 36, 37 ou 34, tu es loin, loin en Ouais, avant de tous les ouais. autres. Ben oui, c'est ça. Et je crois que c'est la force appelons ça le trou noir, pour ceux qui veulent les diaboliser, c'est qu'ils attirent vers eux par la force de, Ouais. de gravité, les indécis. On l'a vu, c'est Éric Ciotti aux dernières législatives qui était chez les LR qui a dit ouais. nous devrions comme parti aller appuyer pendant la campagne des législatives. Il a été bouté hors du parti. On lui a dit t'as pas ta place ici. Il a aujourd'hui créé l'Union des droites républicaines. Ils sont 16 députés à l'Assemblée nationale. C'est essentiellement le Rassemblement national adjacent. Ah oui. Mais Ouais. je crois que d'autres LR vont faire la même chose, que chez Horizon, ces questions sont... Alors, c'est pas les droites, c'est toutes les droites qui vont coaguler pour les plus opportunistes, disons-le, ou ceux qui ont compris que pour prendre le pouvoir, il faudra se rallier au Rassemblement national, et c'est ce qui se passe. Et l'événement de la semaine, c'est le moment d'illumination de l'ex-président Sarkozy. Je dis ça à la blague, évidemment, mais c'est sur le chemin, non pas de Damas, mais du 16e arrondissement, après avoir Ouais. passé 3 semaines en prison à la santé. Euh,
il a, c'est probablement avant que ça s'est joué, mais compris qu'on ne pouvait pas bloquer le Rassemblement national. Et il l'a dit très publiquement, alors que lui a gagné ses élections en 2007 en étant celui qui incarnait Ah oui. l'alternative intelligente, Ouais. fréquentable au Rassemblement national. Ça l'avait bien servi. Aujourd'hui, il dit on n'aura pas le choix. C'est avec le Rassemblement national probablement qu'il faudra faire affaire. Et pas question pour moi de jouer dans l'idée du cordon sanitaire. C'est un gros changement. C'est un gros changement. Est-ce que c'est pour autant une victoire assurée du Rassemblement national en 2027 au On va- présidentiel? on Parce est, que on On est on n'est loin, est pas loin, rendu mais, on est là. mais, loin. On n'est mais, pas mais, rendu- mais Le boulevard est ouvert, en tout cas, à l'heure le actuelle. boulevard est ouvert et les électeurs peuvent projeter tous leurs fantasmes sur l'écran du Rassemblement national. Ils ont zéro passif. Ils ont Exactement. aucune casserole derrière eux. Ils n'ont Mais jamais gouverné. c'est Et ce le qu'on. candidat, et le candidat n'a pas de passif aussi parce qu'il n'y a rien dans sa besace. Alors, c'est pas C'est possible d'avoir un gosse de 28 ans qui va devenir président de la République. Moi, mais ça me- c'est ce qu'on disait avec Justin il y a quelques épisodes de ça. Je pense que la meilleure stratégie d'Emmanuel Macron, ce serait de laisser le Rassemblement national gouverner. Laissez-les gouverner, puis tout porterait à croire qu'ils seraient incapables de régler tous les problèmes qu'ils ont promis de régler. Et peut-être que ce serait la meilleure façon de faire dégonfler la balloune. C'est il en, faudrait le dissoudre tout de suite alors. Il faudrait c'est ça, Oui, dissoudre exact. l'Assemblée. voilà, des Est-ce que élections. c'était l'objet de la dissolution de juillet 2024, de Oui. laisser... Alors, il a tout fait pour que ça n'arrive pas. Puis le pari, moi, je pense, qui était le sien, c'est que la gauche n'arriverait pas à serrer les coudes et ils l'ont surpris en 48 heures. Toutes les gauches autour de LFI se sont présentées avec un front uni et ça, ils ne l'avaient absolument pas anticipé. Ah ouais. Les esprits les plus malins disent qu'au contraire, son souhait, c'était que le rassemblement puisse l'emporter et faire la démonstration que gouverner, c'est compliqué avant une présidentielle. Je suis de ceux qui pensent que ça aurait en tout cas été un vrai test qui aurait Ouais. permis aux Hmm? électeurs d'avoir une idée avant de faire le choix au présidentiel. Ça va tout se jouer en même temps parce qu'à partir du moment où le budget est adopté, parce qu'il y a des élections municipales en France en Oui. mars, qui Mhm. vont sucer beaucoup d'énergie. Je doute qu'aucun parti, à part le Rassemblement, soit favorable à la dissolution avant les municipales. Ça serait Parce trop que de ça bordel en même temps. coûte cher aussi. Exact. Et, oui, mais au-delà de ça, je pense que c'est le dernier des soucis. Si tu penses que tu peux prendre le pouvoir, le coût n'est pas un problème. Mais Mais, tous, je parle des autres partis, parce oui, que oui, oui, puis ça peut coûter cher en termes de représentation. Tu peux te retrouver avec moins de députés que tu en avais au ouais, départ. Après mars, je pense que le Cornu, qui accouche, disons, de projets de loi biscornus, risque de rester. Mais je le dis avec admiration, parce que sincèrement, c'est un manœuvrier redoutable. C'est un politique, c'est un démineur. Alors, c'est la somme de tous les compromis. Donc, il n'y a absolument aucune volonté exprimée dans ce qu'ils font. C'est un budget, disons-le, médiocre au sens littéral du terme, qui ne sert personne, qui est vendu comme un moindre mal. Victoire pour les socialistes qui ont réussi à arracher la suspension des réformes, qui est un problème qui va hanter la France dans 2 ans ou dans 3 ans, Les sachant ce que retraites, tu veux coûte. dire. Exact. J'ai dit quoi? La Les suspension de. réformes. Les réformes. Bon, en fait, suspension de la réforme des retraites. Ah, voilà. Et donc, ça va hanter la France sur un horizon C'est vrai. plus hmm, court que long. C'est un problème qui est reporté, mais les socialistes sont contents d'avoir obtenu ça, de l'avoir arraché. Ça va se régler peut-être à la présidentielle de 2027. Mais dans ce scénario, je crois de moins en moins une dissolution, à moins que Macron le fasse justement pour les raisons que vous dites. Après les municipales, 1 an, 10 mois. Alors, politiquement, il faut payer le prix de dissoudre, payer des élections, tout ça. Hmm. Mais en se disant, le rassemblement va passer, parce que ça passerait, j'en suis assez convaincu. Et pendant 10 mois, on va les accabler, puis ils feront la preuve. Moi, je pense qu'au contraire, le rassemblement aurait beau jeu d'expliquer la manœuvre politique Oui, et pendant dix oui. mois dire que si ça marche pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les C'est de la circonstances, ils n'ont faute pas la d'eux. ouais, ouais. piste, ils n'ont pas la piste pour décoller et que ça prend un vrai mandat avec des présidentielles. Ouais. Dis-moi, quel est le numéro de téléphone de l'Europe au juste? Parce que Kissinger, Kissinger, euh, oui. attends, je pense que c'est plus 33. Ah non, ça c'est la France, ça c'est pas l'Europe. C'est la France. Euh, difficile à dire, difficile à dire. Oui, oui. Euh, c'est l'Ukraine, moi je pense, qui révèle l'impuissance européenne.
tout à fait. Parce qu'on a pensé depuis le sommet en Alaska que c'est en revenant à Washington au mois d'août aux côtés de Zelensky, puis encore il y a 3 semaines, en faisant barrage aux côtés de Zelensky, quand Zelensky a dit, nous avons à choisir entre notre dignité et un allié essentiel, les États-Unis, Ouais, que les Européens, encore une fois, ont à l'unisson. En fait, c'est surtout Merz, Starmer et Macron qu'on entend. Il n'est pas question de lâcher l'Ukraine et tout ça. Puis on se dit, ben, les Européens sont entendus parce qu'à chaque fois, ça n'avance pas. Je suis de plus en plus convaincu c'est vrai. que ça n'avance pas à Washington. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dissensions dans la famille politique de Donald Trump. Tout puissant qu'il est, il y a encore des forces néoconservatrices très favorables à cette guerre par proxy que livrent les États-Unis à la Russie, Ouais. qui sont pas prêts à lâcher l'Ukraine. Alors peut-être parce qu'ils ont cette morale et qu'ils soutiennent véritablement l'Ukraine et qu'il y a un choix moral de soutenir l'Ukraine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une volonté philosophiquement néoconservatrice de ce que, pour certains, cette guerre, elle affaiblit la Russie, ce qui est certainement Voilà, pas faux. Oui. voilà. Et là-dessus, Trump n'a pas réussi à l'emporter complètement. Mhm. Je ne suis pas sûr que ce soit juste Marco Rubio. Je pense qu'il y a plein d'acteurs très puissants, très riches. Euh, Mais donc, quand on pense que c'est les Européens, moi je dis, ça fait l'affaire de Trump de laisser soupçonner que les Européens sont des empêcheurs d'avancer, mhm. mais il y avait aussi chez lui, je pense, de réelles forces de résistance. Mais moi, je reviens à des permanences de la part de Trump depuis une dizaine d'années, en tout cas depuis son premier mandat, lorsque en même temps Zelensky est devenu président, c'est qu'il y a trois choses avec lui. D'abord, il déteste Zelensky à cause de l'affaire de Hunter Biden et peut-être Absolument. d'autres choses. Il déteste l'Ukraine, pas les Ukrainiens, mais la question ukrainienne qui l'empêche de se tourner vers l'Asie et de consacrer ses ressources à la confrontation qui est en Avec la train Chine. de se construire avec la Chine et avec l'Asie en général, parce qu'après tout, il y a 5 milliards d'habitants en Asie qui sont en train de construire un monde et qu'il Mhm. faudrait peut-être s'en apercevoir ici en Occident et en particulier en Amérique du Nord. Et, euh, et troisièmement, justement, c'est cette idée que les Américains estiment que l'Europe est devenue un boulet pour eux en relations internationales. Donc, ça façonne l'esprit de Trump parce que j'ai remarqué que depuis le début de l'année, à chaque fois qu'on va le voir, oui, il est d'accord avec Zelensky, puis il va avancer. Puis 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, il a parlé à Poutine, mais il a peut-être parlé à d'autres personnes, et il revient en arrière, il insulte le président ukrainien, puis un mois plus tard, il le reçoit à la Maison-Blanche. Puis dernièrement, il y a quelques jours encore, il accusait Zelensky d'être le fauteur de troubles. Donc, on le croit erratique, mais en fait, il est Constant. très Et, et constant dans sa détestation. Et je dirais que c'est ça, la constante, c'est pas tellement que il est avec les Ukrainiens jusqu'à ce qu'il aille voir les Russes, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il est Ouais. fondamentalement sur une ligne avec la Russie. Puis je dis pas qu'ils sont complices en tout, mais Non. la vision du monde. Et quand tu disais les États-Unis veulent faire pivot sur l'Asie, j'y crois. Mais je suis de moins en moins certain que c'est le véritable pivot. Je crois qu'ils sont en train de revenir sur eux-mêmes avant toute chose. Oui, Et c'est il y a une ça. volonté, et c'est très clairement exprimé dans le NSS, de rétablir un climat favorable à la Russie pour avoir des relations commerciales avec la Russie. Et Ouais. peut-être aussi pour que la Russie commence ou recommence à acheter avec du dollar américain. Que Voilà. le C'était, dollar c'était américain. ma troisième option, c'est cette obsession de renouer avec la Russie. Est-ce que c'est pour contrebalancer la Chine? Je trouve que Faire, c'est un peu farfetch, faire mais on ne le, sait jamais. faire le coup de Nixon-Kissinger, Oui, séparer les mais deux. Inversé. on n'est plus à cette époque. Non, je pense que les liens entre la Non, Russie et la Chine sont trop bien et, noués maintenant pour être défaits par un simple et accord au de risque paix. d'être très condescendant, quand tous les armchair geostrategists Ah mon expliquent que Dieu, c'est le coup renversé de Nixon et Nixon. Kissinger
Je dis non. C'est trop simple. Si Ouais, on est tous à ouais, faire l'unanimité sur le truc, non, puis je dis pas qu'on est plus avisé, on peut évidemment avoir tort, mais de toute façon, il faut lire, tout simplement. Moi, je suis de ouais, l'école, lisez les documents, écoutez les paroles. Si on avait ouais, écouté Donald Mhm. Trump en 2016, on serait beaucoup moins abrutis aujourd'hui parce qu'il fait en général ce qu'il annonce qu'il va faire et on ouais, ne serait pas surpris. On a toujours pensé que c'était un clown. Alors peut-être que dans la manière, c'est clownesque, mais ouais. il a souvent Sur le livré fond. ce qu'il promettait. Mais, Absolument. mais, Euh, mais écoutez ceux qui l'entourent, comme Colby, justement, qui est oui, un des penseurs de cette administration, J.D. Vance, avec ses nombreux discours sur les situations intérieures, mais aussi Ben, je voulais en revenir sur relations ça, oui. internationales. OK, vas-y. Non, ben c'est ça, parce qu'on on est en décembre 2025, mais l'année a quand même duré 12 mois. Puis je pense qu'un des discours les plus importants cette année pour bien comprendre la politique étrangère américaine, ben, c'est non seulement le discours devant le Sénat de Marco Rubio pour son assermentation le Ouais, 15 janvier 2025. Je pense que c'est surtout le discours de J.D. unique. Vance à Munich. On parle souvent voilà. du discours de 2007 de Poutine à Munich qu'on aurait dû écouter et qu'on devrait réécouter encore aujourd'hui. Mais je pense que le discours de Vance cette année va demeurer, va s'inscrire dans les annales comme étant un discours tout aussi important que celui de Poutine, parce que tu nous parlais de certains milieux néoconservateurs aux États-Unis qui, pour des raisons philosophiques, veulent appuyer l'Ukraine pour des questions de démocratie en opposition à l'autoritarisme. Mais je pense que d'un autre côté, ce que Vance a dit, c'est la division civilisationnelle entre les États-Unis et l'Europe, Et l'Europe. parce que pour lui, l'Europe n'appartient plus, entre guillemets, au monde libéral à cause des différentes restrictions, des cas de censure. Donc, je pense que pour lui, en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis, je pense, j'aimerais t'entendre là-dessus sur la signification de ce discours-là, puis peut-être de quelle manière ça peut euh, guider d'une certaine façon la politique étrangère américaine de l'administration Trump à l'égard à l'Europe. C'est facétieux, je te dirais oui, oui, oui et oui. Donc, tu as à peu près raison, pas à peu près, mais c'est le moment, je pense, de stupéfaction pour l'Europe, Ouais, où on comprend qu'ils sont sérieux. Euh, il étant l'administration et ses représentants, il faut voir que dans la même semaine, Peter Hegseth, à c'est l'époque vrai. Mhm. patron du ministère de la Défense, mais ministère de la Guerre maintenant, Ouais, département de la guerre, annonçait qu'il y aurait un désancrage, en fait, que ouais. les Américains prendraient leur distance, que les Européens on les biberonnerait plus, qu'ils avaient à s'occuper de leurs affaires et que, au-delà des objectifs de financement de chacun des pays à hauteur de 3 à 5 du PIB, c'était aussi la volonté de ramener les soldats, de ramener de la quincaillerie militaire, de la sortir d'Europe, puis de leur dire, vous êtes des grands, vous êtes capables de vous occuper de vos affaires. Donc, Mhm. il y avait déjà ce coup de tonnerre. Puis ensuite, je pense que c'est 24 heures plus tard, Ouais. J.D. Vance à Munich, qui parle des valeurs, de la civilisation, Ouais. de liberté d'expression. Or, là-dessus, je dirais que c'est un peu battu en brèche aussi aux États-Unis parce qu'ils ont une vision comme tout le monde, apparemment à géométrie variable. La liberté d'expression est bonne quand elle favorise ce que tu penses, mais moins quand c'est autre chose. Et les Américains, en ce moment, cette administration est loin d'être exemplaire. Elle ne s'illustre pas. C'était, je pense, une attente très élevée des Américains de revenir à l'esprit du premier amendement après ce qu'on avait connu dans les dernières années. Alors moi, je ne participe pas de cette hystérie anti-woke qui disait on peut plus rien dire, c'est fini. Ça a été un peu monté en épingle, mais c'est vrai que l'annulation et tout ce qui vient avec ça, Jean-François, Ouais. t'en sais quelque chose, c'était très, très, très préoccupant. C'était un véritable enjeu et il avait mis le doigt sur une sensibilité. C'était sa promesse. Or, il livre pas du tout la marchandise là-dessus. On aurait pu aussi faire une parenthèse sur ce qui est en train de se passer dans le monde des médias américains avec un nouveau groupe qui se constitue, Skydance, Paramount, CBS, peut-être CNN. Ce sont maintenant les joyaux de la couronne Ellison
La couronne Ellison a une ligne éditoriale connue, une journaliste redoutable qui était indépendante jusqu'à récemment avec The Free Press, Barry Weiss, qui a aussi une ligne éditoriale très connue et patronne à CBS après que M. Ellison ait racheté pour 150 millions de dollars son petit business qu'elle avait créé 3 ans plus tôt, The Free Press. C'est indépendant. Et c'est pas un hasard, ça nous ramène aux questions israéliennes, parce qu'il y a une ligne là, très, très, très assumée et c'est parfaitement correct, il faut juste pas être dupe. Ouais. Et donc, on aurait pu faire cette parenthèse, que je ne fais pas, mais que j'ai fait par ailleurs. et Vance, c'est l'annonce du NSS la semaine dernière. Ce qu'on a lu dans le National Security Strategy de la semaine dernière, c'était J.D. Vance qui testait un peu l'eau pour la première fois. Le coup de Et semonce, là. oui, exactement. Ouais. C'est parce que c'est plus élaboré dans le document de la semaine dernière, mais tous les éléments y sont. Tous les éléments y Voilà. sont, y compris des enjeux de soft power, pourrions nous dire, le concept civilisationnel. Mhm. Alors, les Européens sont étranglés devant ce qu'ils entendent, refusent catégoriquement de se faire la leçon. Les États-Unis sont quand même la fille de l'Europe et de la France, et aujourd'hui, la fille donne des leçons de civilisation à ses géniteurs. Ouais. Ils aiment pas ça du tout. Pas du tout, pas du tout. L'élève Et a l'idée, dépassé les parents. en termes de puissance, objectivement, on ne sait Oui. plus toujours. Et là, il y a clairement une rupture sur la question même de ce qu'est la civilisation. On peut être d'accord ou pas, mais la vision fermée, imperméable du territoire américain, la fin des mouvements de population, le contrôle Mm. pointu. C'est la fierté de l'administration. Je pense qu'ils n'ont aucun souci avec les mouvements de résistance à leur politique des frontières. Au contraire, à chaque fois qu'on résiste, à chaque fois qu'on manifeste, c'est dans la logique de communication, alors diront certains perverses de Donald Trump, c'est une bonne nouvelle. C'est la preuve que notre intervention fait de la vague, donc notre Puis, message passe. On arrête les illégaux, les crottés, appelle ça comme tu veux, parce qu'il y a des mots évidemment Oui, oui. très lourds de sens. Ouais. surtout au Les cours des Somaliens derniers deviennent des jours. déchets. Oui. Exactement. Oui. Et tout ça participe d'une logique de communication. Alors, c'est indigeste, imbuvable, et je le comprends parfaitement du point de vue des Européens, mais c'est la logique aussi du gaslighting. C'est-à-dire, quand tu dis à des Européens, en ce moment en France, par exemple, l'immigration n'est pas un enjeu, ben, ils te disent de où tu me parles, où Ouais. vis-tu Mhm. et de quoi tu parles. Mais alors, c'est de moins en moins possible de le faire. Vraiment de moins en moins possible. On voit que dans le discours politique, en fait, le fonds de commerce du Rassemblement national, sauf pour une gauche qui là-dessus est intransigeante et n'a pas changé beaucoup de discours, la droite disons, adjacente, extrême à Ah, Ils ont, molle, centre, ils se ont sont tous adhéré. ralliés à l'idée. Oui. Oui, le premier ministre Bayrou a quand même parlé de submersion Ah oui. migratoire Ouais. l'hiver dernier. Submersion. Donc, Alors, si mais Bayrou parle en ces Le, le, termes-là, le c'est qu'ils centriste sont sur quelque chose. décentriste. Oui. ouais. Exact, exact, exact. Mais Alors, il nous reste plus beaucoup de ouais, temps, ben, messieurs. je voulais juste dire très rapidement, non seulement l'opposition civilisationnelle entre les États-Unis et l'Europe, c'est la petite fille qui est maintenant devenue une adulte qui fait la leçon à ses parents, mais c'est aussi le fait que la Russie joue aussi énormément sur le discours civilisationnel. Et ça fait en sorte que l'Europe maintenant est prise dans un étau. Et sur le plan, là, je ne parle pas du plan de la puissance économique ou la puissance militaire. Je pense qu'à cet égard-là, l'Europe est complètement éclipsée par la Russie et les États-Unis. Mais sur ce troisième plan-là, le plan civilisationnel, l'Europe elle pourrait aussi potentiellement être menacée de disparaître parce que du côté des États-Unis, c'est une vision qui est très, très, très bien clairement assumée. Mais c'est aussi la même chose du côté de la Russie qui développe, là, depuis le retour au pouvoir de Poutine en 2011-2012, un discours extrêmement cohérent et qui est aussi directement en opposition avec ce que les Européens, avec ce que les Européens font. Donc c'est non seulement la fille qui est en train de faire la leçon à ses parents, mais c'est la fille puis son petit frère qui, collectivement, à deux, font aussi la leçon aux Ouais. parents. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance Et peut-être à oublier. à ce sujet, le penseur le plus intéressant, et je réfère directement à ce que tu viens de dire, Jean-François, sur
la vision civilisationnelle que la Russie promeut, c'est Emmanuel Todd. C'est Tout à fait. lui qui, je pense, a le mieux Ouais. saisi ce discours qui, disons-le, est assez patriarcal aussi et qui résonne ailleurs dans le monde qu'en Occident. Ouais. Euh, je ne suis absolument pas en tout, j'allais dire, sensible ou favorable à cette vision de ce qu'est la civilisation, mais c'est clair qu'il y a un fonds de commerce puissant et qui résonne dans plein de sociétés où nos révolutions progressistes n'ont pas eu lieu. Et Emmanuel Todd, si on veut comprendre, moi je pense il est la Ouais. personne à lire Tout à sur fait. ça, Ouais, il faut lire vraiment. son livre. Ouais. Hey, merci, mon cher ami, c'était vraiment fantastique. Oui, Ben, vous êtes merci. formidables, merci tous les deux. Je sais qu'on se retrouvera probablement en dehors de l'écran et ça me fera plaisir de vous voir. Jocelyn, lors de tes agapes françaises, je viens de rentrer dans nos vies intimes, mais je sais que tu viens passer une partie de ton hiver sous des latitudes Tout à fait. moins dures. Et C'est Jean-François, connu, je c'est pas un l'espère, secret. et Jean-François, je l'espère, parce que je t'ai lancé une invitation, mais je ne donne pas plus de détails pour qu'il n'y ait pas de pression. J'espère que ça sera possible de te voir là où je t'espère, donc plus tard en février. Ça devrait être possible. Donc, ben écoutez, Je m'en réjouis. sur ça, ben, à nos auditeurs, ben, j'espère que vous avez apprécié ce bilan de l'année 2025. Donc, ce sera pour moi et Jocelyn notre dernier épisode de l'année. On va reprendre en janvier. Mais dans le temps des fêtes, je vous ai préparé des petites surprises. Donc, il y aura quelque chose dans une semaine, une espèce de petit topo documentaire d'une quinzaine de minutes sur la révolution des drones dans la sphère militaire. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça. Puis, je planifie aussi peut-être d'autres petites entrevues qui pourront être mises en ligne pendant la période des fêtes. Donc, écoutez, ben, restez à l'écoute. Vous abonnez-vous au podcast. Recevrez les notifications lorsque ce sera mis en ligne sur YouTube et sur Spotify. Donc, écoutez, ben, sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Et puis une très bonne année 2026. Et puis ça nous fera plaisir de vous revoir dans quelques semaines, moi et Jocelyn, pour la suite de la deuxième saison de notre balado. Alors, au revoir tout le Au monde. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.